notre société, il y a la blockchain. Donc, certains secteurs l'ont connue ou la connaissent déjà, comme dans tout ce qui est monnaie, tout ce qui est financier. Et là, on commence à avoir les premières applications dans l'agroalimentaire. Donc, Carrefour a pris cette initiative et on a aujourd'hui avec nous Séverine Fontaine de Carrefour qui est responsable qualité chez Carrefour. Elle va nous parler de ce qu'ils ont mis en place et peut-être, je l'espère, nous révéler ce qui se prépare pour le lait. Teasing, gros teasing. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Pour tout vous dire, hier j'intervenais à l'IFIP qui également organisait une réunion pour la profession sur le digital. Donc c'est un sujet qui est très présent dans tous les métiers. Et je voulais partager avec vous la conclusion du directeur de l'IFIP qui pensait qu'il devait y avoir plus de transversalisation, et ça reprend des sujets qu'on a amenés sur ce sujet, et vraiment une ouverture complète et des échanges même entre les métiers et entre les filières. Donc effectivement, je vais partager avec vous l'expérience qu'on a eue chez Carrefour et un peu vous révéler pour moi des bonnes pratiques qu'on peut partager. Bon, déjà, c'est venu d'un défi lancé début 2017. Mon patron à l'époque, Monsieur Gomichon, un matin, a dit « on va faire de la blockchain ». Ok. Complètement inconnu. Enfin, moi, je suis pas du tout IT. J'étais pas très proche du digital, mais il avait pas mal suivi ce sujet. Son gendre travaillait dans le métier et il avait eu des contacts avec Walmart qui avait fait pas mal de publications sur le sujet. Et il était persuadé que la blockchain, donc cet outil qui était plutôt connu sur le Bitcoin et les Bitcoin et les monnaies, pouvait être un véritable outil de réassurance du consommateur pour la traçabilité et la transparence. On était en train de préparer une campagne de communication et on cherchait des points saillants très nouveaux. Donc banco, on a dit dans un an, on aura la blockchain sur une des filières. Enfin, c'était... Je partage ça pour vous dire qu'on se lance dans l'inconnu et je pense que dans ce monde-là, il faut se lancer dans l'inconnu. C'est des vrais défis, mais à un moment, il faut y aller, voilà, sans avoir tout maîtrisé. La chance qu'on a eue, c'est qu'on a trouvé de l'IT chez nous qui connaissait la blockchain, qui était capable de crypter, qui n'attendait que ça. Enfin, ça sortait un petit peu de l'image de l'IT où ça bloque et on les appelle toujours quand ça ne va pas. Donc ils étaient ravis de travailler sur ces sujets et qu'on avait un directeur organisation et méthode qui a pris le sujet parce que c'est un vrai sujet à mener en gestion de projet, organisation et méthode puisque c'est transversal, qui était également très impliqué sur le sujet. Donc on s'est lancé avec le support au départ, c'est Crystal Chain qui nous a accompagnés sur le sujet. Clairement, la digitalisation a été mise au cœur de la stratégie de notre président qui est Alexandre Bompard. Et ce que vous racontiez juste avant, on est en train de le vivre, nous, les équipes Carrefour. On s'est fait dépasser, on a Amazon qui nous talonne. Même sur l'alimentaire, ils commencent à vendre des produits alimentaires. Et clairement, on n'a pas été assez rapide, assez agile pour répondre à cet enjeu de digitalisation. Donc c'est au cœur de la stratégie. C'est pour ça qu'on a un plan de départ. C'est pour ça qu'il nous fallait des ressources importantes. Et même moi, je le vis, on est en train de se googliser, hein. Effectivement, ça demande une volonté très forte, parfois affirmée, et il faut entraîner les équipes, mais en gardant cette volonté très très forte. Donc sur le sujet, notre ambition, c'est qu'en 2022, on soit leader de la transition alimentaire, et on intègre la blockchain dans cette stratégie. Et on souhaite qu'en 2022, toutes nos filières qualité, Carrefour, on en a 100, on en aura plus en 2022, j'espère, soit blockchainé, alors j'ai inventé le mot, hein, il n'existe pas, mais soit mis sous blockchain. Et on en a 8 aujourd'hui. Donc on en a fait une un an après et on en a fait 7 l'année d'après. Tout ça pour vous dire aussi qu'on va devoir accélérer. Parce que si on suit ce rythme-là, bon, 1,7 c'est bien, mais pour arriver à 100 en 4 ans. Et donc on a noué un partenariat avec IBM, la plateforme IBM Food Trust, qui est avec certains de nos concurrents, puisque Walmart est dans cette plateforme, internationaux. Nestlé également en France est dans cette plateforme. On est les deux seuls Français pour l'instant à être au board. L'idée, c'est d'accélérer. Je vous parlerai de vitesse parce que voilà, il faut qu'on aille vite, très vite.
et d'avoir également à l'esprit de standardiser et d'avoir de l'interopérabilité dans toutes les normes et dans toutes les datas qui vont être collectées. Donc c'est bien notre souhait, même si on a commencé en interne, puisque les blockchains, la FQC qui existent ont été créées en interne. Donc concrètement, pourquoi on est persuadé qu'une très forte attente client, c'est la transparence, la confiance, et on avait des très bons terrains de jeu qui sont nos filières qualité, puisque depuis 25 ans, on contractualise jusqu'à l'amont, avec les éleveurs, avec les fabricants d'aliments, avec les industries. On connaissait bien ces filières. Et on avait à l'époque la traçabilité comme je dirais, une obligation légale ou une contrainte. Et on voulait vraiment transformer cette contrainte en opportunité de communication aux clients pour en faire de la transparence. Donc on est persuadé de ça. Et on a choisi, alors on a mis 6 mois à choisir le produit, choisir la techno. Et dans toutes les blockchains qu'on est en train de développer, le plus gros morceau, c'est vraiment la gestion de projet et choisir les attributs et préparer le projet. Ce n'est pas la partie informatique. Quelque part, ce n'est pas la plus compliquée. Donc, on a choisi le poulet. Et Terena, j'étais hier avec eux, on fait de même. Parce qu'on le vendait en entier. Pas de découpe. On avait un lien à l'élevage qui se faisait assez facilement. C'est des productions de masse, il n'y a pas de mélange, comme sur une collecte de lait, par exemple. Et puis, on avait effectivement un très très bon partenariat avec Arrivé Auvergne. Et lui avait déjà installé sur ses produits, et sur nos produits FQC, un QR code. Quand le client flashait, il avait la vidéo de l'éleveur de ce poulet qui s'exprimait. Donc, on avait un terrain de jeu qui était le plus propice à avoir un quick win, un résultat efficace, puisque 1 an après, il fallait que ça sorte, on n'avait pas le choix. Bon, la blockchain, effectivement, c'était la monnaie, mais ça se développe énormément aussi sur des assurances. Renault, je crois, là, sur des carnets d'entretien, sur des certificats également. En Inde, je crois qu'ils l'utilisent pour suivre les identités des personnes, réassurer sur les diplômes. Donc, c'est quelque chose qui se développe énormément. C'est une technologie de stockage et de transmission d'informations. Et nous, ce qui nous intéressait, c'est qu'elle est transparente. Ça se travaille en communauté, infalsifiable, puisque les informations sont cryptées. J'ai vu hier une présentation qui me parle assez. C'est comme des Legos qu'on assemble. On a mis le premier, on met celui d'après, on en remet un au-dessus, et celui du milieu, vous ne pouvez pas l'enlever si vous n'enlevez pas les 2 autres. Donc en fait, une fois que l'information est cryptée, on ne peut plus la modifier. Ou si on la modifie, on peut suivre complètement ces modifications. Mais l'information n'appartient plus, je dirais, à celui qui la possède et ne peut plus être modifiée. Donc nous, dans la démarche de réassurance, on pensait que c'était un outil qui était intéressant. Bon, c'est une base de données, hein, c'est une plateforme. Au départ, la blockchain, c'est la cerise sur le gâteau pour crypter ces données-là, mais vraiment ce qui est intéressant et ce qui est le plus compliqué à mettre en place, c'est la plateforme de collecte de toutes ces informations aux différents niveaux où elles sont collectées. Donc elle est sécurisée, partagée, et il n'y a pas d'intermédiaire, et chacun a son rôle à jouer dans la chaîne. Vous avez tous beaucoup d'informations, on a tous beaucoup d'informations, mais ces informations ne sont pas toutes écrites dans les mêmes langages, ne se parlent pas forcément. La preuve, quand on demande un test de traçabilité, c'est un petit peu long parfois, parce qu'il faut trouver le document N-1, et puis après, il faut aller chercher les documents N-2. Il faut bien s'assurer que le numéro de lot est écrit de la même façon, ce qui n'est pas toujours le cas. Ce n'est jamais le même numéro de lot tout au long de la chaîne. Donc on les a, mais ça prend parfois une journée. On voudrait toujours que ce soit plus court, mais voilà. L'objectif, pour faire une analogie, c'est que quand on appuie sur le bouton, on aura tout directement. Donc les informations étaient retrouvables mais dispersées. Elles sont fiables mais peu accessibles, décentralisées, fragmentées et sous des formats variés. Et avec la blockchain, ce sont des informations partagées sous forme d'événements, infalsifiables, immutables, recopiées, distribuées et sécurisées. Donc, comme je vous l'ai dit, c'était un peu dans notre ADN sur la filière qualité Carrefour. Bon, Carrefour parce qu'on a beaucoup investi sur l'alimentaire et on veut cette position de transition alimentaire pour tous. Et la filière parce qu'on était déjà en partenariat et comme vous l'avez compris, la blockchain c'est un consortium. Ça se fait sur une charte collective, on se met d'accord. Donc il faut avoir cette base de confiance et d'échange pour pouvoir mener ce projet le mieux possible. Et puis une bonne connaissance de nos équipes
et une bonne interopérabilité déjà, je dirais, physique, humaine sur tous ces maillons. Et puis on avait des produits avec la valorisation qu'on souhaitait prouver aux consommateurs. Sur l'étiquette, oui, on met que c'est un poulet élevé sans traitement antibiotique, oui, on dit que c'est un poulet nourri sans OGM, oui, on dit qu'il est en plein air, mais en fait, on veut aller plus loin en le prouvant. Et par exemple, dans la blockchain du poulet, c'est le veto qui vient acter qu'effectivement, il n'y a pas eu d'antibiotiques qui ont été... oui, des ordonnances, alors c'est pas physique, hein, c'est sûr qu'on n'est pas derrière chaque poulet, mais il n'y a pas eu d'ordonnance qui a été faite sur cette exploitation. Voilà, donc un cahier des charges avec des mentions valorisantes. Bon, c'est un label rouge. On a 81 jours minimum de vie. Effectivement, une exigence alimentaire, puisqu'on est aussi aux céréales et au soja français, élevé en plein air et sans traitement antibiotique. Donc on a le consortium, ce sont ces intervenants. Donc aujourd'hui, ce ne sont pas les éleveurs sur le poulet qui renseignent les informations, mais ce sont les organisations de production qui collectent et qui ont accès à ces informations. Mais on pense qu'avec un smartphone ou une montre connectée, demain, un éleveur, enfin moi je pense que l'ouverture des trappes, qui est un peu le jour où on lâche les poules, qui soient prises en photo et mises sur la blockchain, voilà, ça va se faire, c'est sûr. Le couvoir, l'élevage, donc l'usine d'aliments, le vétérinaire, l'usine d'abattage, les entrepôts Carrefour, et le magasin, et puis un accès aux consommateurs. Bon, ça, c'est la petite infographie qu'on avait faite à la sortie de l'annonce. Donc là, vous pouvez tester, normalement ça marche encore. Bon, c'est celle du 13 janvier, il faut que je la change, on utilise toujours la même, mais voilà. Donc sur le produit, vous avez ce QR code, donc avec la luminosité, j'espère que ça fonctionne, j'en vois qui testent. Donc en gros, soit vous avez un iPhone et maintenant la photo, vous faites comme si vous preniez une photo et une reconnaissance directe du QR code. Si c'est un Samsung, il faut que vous téléchargiez un lecteur de QR code. Bon, du coup je vous le fais, hein, si ça marche pas. Normalement ça marche, hein, non bon. Vous aurez la présentation, vous pourrez tester. Bon, vous irez acheter notre poulet, comme ça vous pourrez tester. Bon, voilà ce que vous voyez. Donc, on a notre poulet. C'est du jaune ou du blanc. Donc, on dit que c'est du jaune ou du blanc. On remet la date limite de consommation. Et on dit qu'il est bien conservé au froid. Et à cuire à cœur, ça ne mange pas de pain. On donne des informations ensuite sur les partenaires. Donc, on a voulu être transparent et vraiment valoriser les partenaires. C'est pas, vous voyez, c'est pas des logos Carrefour partout. C'est à chaque fois qu'il y a Arrivé Auvergne, qui a le couvoir, Accès Réal qui fournit l'alimentation, on les cite, ils sont présents et ils ont une page d'expression. Puisque à chaque fois sur ces logos, vous allez pouvoir cliquer et en savoir plus. Par exemple, sur l'alimentation, on va expliquer l'alimentation pendant 80 jours, comment elle évolue, pourquoi elle varie, qu'est-ce qu'on donne de bon à nos poulets. Donc on dit ce poulet que vous avez dans l'assiette, il est né le 12 janvier. Bon, c'était une DLC. Non, c'est bizarre d'ailleurs. Consommer jusqu'au 14 avril, ça doit pas être ça. Hein. Bon. Oui, non, oui, il est né, c'est ça. Ouais. Il est né le 12 janvier à Caringue-à-Poulet. Et puis, il a été envoyé après sa naissance à Eddy Montbobier, qui est à Charbonnières-les-Varennes et qui a élevé ce poulet pendant 81 jours. Et vous avez la vidéo de monsieur Montbobier qui explique comment il fait ses poulets. Donc ça, c'était des vidéos qui étaient déjà disponibles et qu'on a réexploitées avec l'accord d'Arrivé Auvergne. Mais ça peut être une photo, ça peut être un texte, enfin voilà. Et ensuite, on a l'alimentation. On a effectivement le fait que le produit a été élevé sans traitement antibiotique. Donc là, la mention, elle ne se met que si on a bien la validation du veto dans la blockchain. Plus tard, on pourra approuver, donc là on ne l'a pas mis, on est vraiment en agilité. Je vois que ça fait réagir. Je laisserai du temps pour les questions. On est vraiment en agilité, c'est-à-dire que c'est pareil, on avait l'habitude chez Carrefour de vouloir faire tout très bien, complètement. Là, on s'est dit on doit finir en un an, enfin c'est un gros changement de paradigme, hein, et on fera ce qu'on peut en un an. Et si on fait une V1, et là on a déjà fait une V2, ben on va faire comme ça. Et c'est des scrums, hein,
Et d'ailleurs, la production se fait en Scrum de 15 jours. Voilà, et on fait une V1, on fait une V2, on fait une V3. Ce qui est disponible, on le prend. Ce qui n'est pas encore disponible, mais toute la chaîne de production est d'accord pour dire que c'est une valeur pour le consommateur, ben on va le prévoir pour une deuxième version et on va s'améliorer sans cesse. Donc il est abattu, hein, parce qu'il faut aussi qu'on apprenne à dire au consommateur que oui, un poulet, il y a un moment, il est abattu. Il ne passe pas de l'élevage à l'assiette. Donc le 4 avril, dans l'abattoir arrivé Auvergne, on va pouvoir mettre à cet endroit peut-être des certificats de bien-être animal. On va pouvoir mettre l'OABA aussi, on a des certificats qui se mettent en place. On va pouvoir mettre, si on veut, des certifications d'hygiène, etc. Et puis, donc, il avait bien 83 jours. Ouf, c'est 81 jours minimum. Et donc là, la blockchain peut le calculer. Et ça nous permet aussi, toutes les données qui vont rentrer dans la blockchain, ça peut nous aider à faire des calculs et de pouvoir vérifier que nos cahiers des charges soient aussi bien tenus. Donc ça aide dans le contrôle des données. Et puis il est parti à Béziers le 5 et il a été mis en vente le même jour au magasin de Carrefour Nîmes Sud. Et normalement, le client l'a acheté à cet endroit, si tout va bien. 10 minutes. D'accord. Ensuite, on a cette année, ce qu'on a déployé, donc c'est les poules pondeuses. Donc on a nos œufs filière qualité Carrefour. On a la tomate, donc qui est une tomate de pleine terre cultivée sans herbicide. Donc je dois passer, mais finalement j'ai fini après. Hein. Attendez, parce qu'on me dit que je dois accélérer, mais oui. Bon. Donc vous avez d'autres exemples et on a d'autres façons, parce que effectivement le mieux quand même pour le consommateur, c'est un QR code mobile, c'est-à-dire qu'il va s'imprimer directement avec les bonnes informations du lot. Si l'industriel n'est pas encore équipé, parce que là ça demande un investissement, on a une façon de contourner, c'est qu'on met un QR code fixe et au clic, le client devra rentrer le numéro de lot. Mais il y a d'autres choses qui sont en train de se prévoir. Il y a la reconnaissance visuelle qui vraiment s'améliore de plus en plus. Donc bientôt, avec la photo, on va pouvoir reconnaître le client avec le produit avec la photo et même lire le numéro. Non, le client n'a pas le droit. Mais le client n'apparaît pas. C'est la RGPD, on n'a pas le droit. Mais reconnaître le produit et même lire les numéros de lot. Enfin, ça, c'est des choses qui se développent vraiment très, très fort. L'expérience, c'est que vraiment, nous, les partenaires étaient très intéressés de pouvoir partager leurs pratiques, se mettre en avant et chacun pouvoir exprimer leurs compétences sur leur domaine. Et il y a un sujet aussi qui va nous intéresser dans la blockchain, c'est que mon rêve, je suis directrice qualité, donc je gère aussi des crises, malheureusement. C'est effectivement qu'on puisse passer du GenCode au QR code, qu'en caisse, on puisse lire des QR codes, qu'en caisse, on puisse bloquer des QR codes, ce qui veut dire bloquer des lots et pas seulement bloquer des produits, qu'on puisse intégrer les clients qu'ils souhaitent, qui ont fait une commande Drive ou qui ont une carte fidélité, s'ils le souhaitent, à la blockchain, et que si on a un problème, en 5 minutes, on peut les prévenir. Voilà. Enfin, je pense qu'il y a peut-être des directeurs qualité sauront de quoi je parle. Donc ça, c'est une application qui est quand même très intéressante. J'avais d'autres exemples, mais peut-être qu'il vaut mieux laisser du temps pour les questions. C'était d'autres exemples, mais il n'y a pas de problème. D'accord. Dans les œufs, c'est le système dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, on va passer en QR code mobile, mais là, c'est un QR code fixe. Et effectivement, donc le client, il a cette fenêtre qui s'ouvre et il doit rentrer le numéro de lot. Ce qui est moyen en termes d'expérience client. Donc, ce n'est pas ce qu'on préfère, mais ça nous permet de quand même avoir une version 1 et ensuite d'avoir une version 2. La question que j'anticipe, c'est est-ce que c'est flashé? Alors, la petite blague, c'est oui, les poulets sont flashés. Il n'y a pas que les poulets qui flashent, mais c'est une... Alors, avant... Au lancement, on avait jusqu'à un poulet sur 20 qui était flashé, ce qui était énorme. Et en standard, on arrive à 1 sur 60, entre les produits, entre 1 sur 75 et 1 sur 100. C'est pas mal. Quand vous avez une pub Saranza sur votre téléphone portable, c'est 1 sur 1000, un client sur 1000 qui clique pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bon. Donc nous, c'est plutôt satisfaisant, sachant qu'on part du principe qu'on installe une confiance.
Donc clairement, le client qui va adorer notre poulet, qui va le racheter 3 fois, il va pas flasher 3 fois. Enfin, sauf si vraiment il veut connaître tous les éleveurs de poulets, voilà. Mais on se dit que il sait qu'il a accès à l'information. Donc il va aller voir une fois qu'il a accès à l'information, qu'en gros on n'a pas raconté des bobards. Une fois qu'il le saura, il ne va pas forcément reflasher, mais on aura instauré ce qu'on souhaitait, c'est vraiment la confiance dans le produit et dans le fait qu'on puisse lui apporter cette information et qu'on maîtrise cette information. Alors sur le lait. Le lait. Donc on a d'autres projets. Le lait clairement devrait sortir, donc le lait FQC qu'on a aujourd'hui avec l'entreprise Gilo, la blockchain devrait sortir fin janvier, début février. C'est prêt, on sera prêt, il n'y a pas de problème. Donc là clairement on n'aura pas une bouteille de lait à un éleveur. On aura en moyenne 5 éleveurs sur la collecte, donc ce qui est plutôt pas mal. Je ne vous parle pas du steak haché et du jambon, hein. Là c'est 30 ou 100, donc il faut aussi s'adapter. On aura 5 éleveurs qui seront positionnés sur une carte, donc les clients pourront savoir dans quelle région et effectivement que c'est près de la laiterie. Enfin, c'est aussi ça qu'on veut expliquer mieux. C'est effectivement que oui, c'est proche que le temps de transport. Alors là, je vous parle du porc et du jambon. Les jambons, ils viennent pas de n'importe où. Ils sont proches de l'abattoir. Ils ont des temps de transport qui sont courts. Donc tout ça, on peut aussi le valoriser grâce à cette technique. Donc on va pouvoir donner des informations. Alors là, c'est pareil, hein, on est en discussion, donc on ne force pas. Donner des photos des éleveurs, bah, tout le monde ne le souhaite pas. Bah, on ne le fait pas. S'ils ne souhaitent pas, on ne le fait pas. Moi, mes responsables qualité, je voulais avoir leurs photos pour dire qu'ils contrôlaient bien les photos. Bah, ils n'ont pas tous voulu non plus. Donc je n'ai pas pu les forcer non plus. Mais c'est vrai qu'on veut donner cette image de proximité et de réalité. Et quand on donne des informations telles qu'une vidéo, alors on va peut-être donner la ville, on va peut-être donner un point GPS, on a besoin d'ancrer dans la réalité. Et c'est pour ça qu'on va demander ces informations-là. On va expliquer ce que c'est l'ultrafiltration. On va expliquer comment ça se passe et on étend l'étiquette énormément puisque avec un clic et avec des ouvertures de fenêtres, de pop-up, on a le client qui est intéressé peut aller chercher et encore chercher et encore chercher. Les 6 mois de pâturage, donc c'est un exemple, hein, mais je sais qu'il y a les colliers connectés qui se mettent en place et qui sont testés. Clairement, demain, le client, bah, peut-être qu'il voudra voir que sa vache, elle a bien fait ses 6 mois de pâturage. Sa vache, je suis vosgienne, c'est pour ça, c'est l'accent qui ressort. Elle a bien fait les 6 mois de pâturage parce que la guide du troupeau, elle aura eu un collier connecté et qu'on aura bien pu suivre ses points sur une carte et les jours où elle est sortie. Clairement, on est dedans, enfin on y va. Je pense que dans 1 ou 2 ans, on y sera. Et ça, c'est une preuve. Au lieu de dire oui, on vous promet qu'elle sort pendant la saison, bah regardez, voilà, je vous donne la preuve. On va passer à une autre communication avec notre consommateur. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de questions là. On peut pas ne pas vous poser des questions. Voilà. Qui va commencer? Alors, il y a une super interview de Séverine Fontaine dans la revue Laitière Française. Si vous ne posez pas de questions, je vais poser les questions directement. Oui, allez. Bonjour, merci pour cette présentation. Tout ce qu'on a vu qui est très intéressant, c'est la partie logicielle, traçabilité. D'un point de vue terrain matériel, parce que cette information, elle est saisie à un moment, soit par exemple sur le lait où vous travaillez ou sur le poulet qui est identifié individuellement. Par quoi est-ce que ça se traduit? Quels sont les investissements matériels et par quoi est-ce que ça passe? Alors là, la mise en place de la blockchain, elle est sur notre cloud Carrefour et pour l'instant, c'est nous qui prenons à notre charge les investissements de la mise en place. Les opérateurs ont 2 façons de mettre les données dans la blockchain. Soit c'est du manuel, soit c'est du fichier Excel qui vont très simplement télécharger sur une plateforme et ensuite les données vont être cryptées, soit on commence à faire du machine to machine. Donc en gros, on va se connecter et on va pouvoir recevoir des EDI, des informations qu'on aura bien ciblées ensemble et pouvoir l'intégrer directement dans la blockchain. Bonjour Madame, Alexandre Roger, fromagerie Le Ciré Roger. Je voulais savoir comment vous imaginez
l'évolution des référentiels qualité ou des relations entre les fournisseurs et puis les producteurs à travers les blockchains. Est-ce que des systèmes qualité type IFS auront toujours de l'intérêt s'il y a une transmission d'infos? Alors, je sais que les services de certification se font beaucoup de soucis, mais on ne pourra... Enfin, je sais qu'il y a une start-up qui s'appelle Connecting Food, par exemple, qui travaille sur l'audit automatique des données et pouvoir en partie, je dirais, supprimer de l'audit classique. En fait, la machine, enfin c'est l'intelligence artificielle après, la machine va lire les données et va pouvoir en extraire des points saillants beaucoup mieux qu'un auditeur qui va faire un numéro de lot et puis faire son test de traçabilité. Bon. Donc, encore une fois, aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on se mette d'accord sur les données qu'on met. Pour le consommateur, tout n'est pas intéressant. Par exemple, là, IFS, on ne l'a même pas mis. Enfin, et on pourrait très bien mettre tous les résultats numéro de lot quand on est en libératoire sur un fromage au lait cru. Je ne pense pas qu'on le mette au consommateur. Par contre, c'est vrai que ça va peut-être sonner rouge si on demande, nous, en interne, pour le service qualité, que les analyses y soient, et qu'à un moment donné, elles soient non conformes, bah, ça va sûrement sonner rouge, ce qu'on n'avait pas du tout jusque-là. Malgré tout, enfin moi j'ai pas un service qualité à rallonge, de moins en moins, donc j'ai pas non plus les moyens d'exploiter tous ces résultats. Et je pense qu'il faut qu'on garde à chacun son niveau de responsabilité. Enfin, vous êtes producteur, vous êtes responsable de nous livrer des produits conformes. Et nous, on est sur notre chaîne de production, en magasin et en transport, responsable de conserver la chaîne du froid et de mettre en ligne des produits qui ont une bonne DLC. Il faut pas qu'on va jamais prendre la responsabilité de, même si on a ces informations, et moi c'était une crainte, hein. Je dis mais moi si je vois tout, je suis responsable de tout. Non, juridiquement là aussi écrit, on ne doit pas aller vers ça. Même vous, ça peut vous aider, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des données que vos producteurs vont mettre et que vous seuls allez avoir accès. Et on va décider ensemble que moi je ne veux pas y avoir accès. Mais ça peut vous donner de la meilleure, enfin encore une fois, d'aller beaucoup plus vite dans l'analyse des données et dans l'exploitation. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Bonjour Valérie Ferrer des Fromageries Belles. J'ai deux petites questions. Si j'ai bien saisi, le retour est de 1 pour 1000, 1 clic sur 1000 sur 100. D'accord. Est-ce que vous jugez que c'est satisfaisant compte tenu de l'investissement que vous avez dû consacrer à ce sujet-là? Et la deuxième question, c'est quel a été l'accueil des autorités vétérinaires? 1 sur 100, on pense que c'est satisfaisant, étant donné qu'en magasin, on n'est pas bon, c'est-à-dire qu'on n'a même pas, et ça on va l'avoir dans quelques mois, on n'a même pas d'informations aux consommateurs en disant c'est ce produit que vous devez flasher. On n'a pas fait de pub télé, enfin, donc on a eu un buzz énorme quand on a sorti ça en début d'année. Alors autant LSA, enfin on a fait le TF1, on fait rarement quand même TF1, sauf quand on a des crises, mais le soir on faisait TF1, le lendemain on faisait France 2. Donc c'est un sujet, et on faisait Télématin aussi. Ah oui, il y a Télématin le lendemain. Donc c'est un sujet qui clairement, on a vu en tout cas, on était dans la cible de ce qu'attendaient les consommateurs, ça c'est clair. Et quand on les interroge, oui on le veut. Voilà. Est-ce qu'ils flashent beaucoup? On n'est pas des Chinois en France, et clairement l'utilisation du smartphone, ça y va petit à petit. Il y a 6 millions d'abonnés à Yuka, donc ça commence vraiment à rentrer. Et on va payer bientôt avec son smartphone. Enfin, là, on va ouvrir un magasin, on l'a annoncé, on a déjà du paiement smartphone, on le teste en Chine. Nous, on est présent en Chine, tout se fait avec le smartphone et tout se fait avec le QR code. On suit ces pays-là parce que maintenant, on est en retard par rapport à ces pays-là. Donc, clairement, on pense qu'on va y aller. Est-ce que ce sera uniquement une lecture QR code? Je ne suis pas sûre. En fait, il y a deux choses. Il y a acquérir la donnée et il y a comment on la redélivre au consommateur. Peut-être que demain, c'est sur le ticket de test, on dira monsieur, je ne sais plus son nom, mais Bonpoint, vous remercie d'avoir acheté son poulet qu'il a bien produit. Peut-être que ce sera un emailing, parce qu'on aura des clients qui seront intéressés plutôt d'avoir l'information par un emailing. Peut-être que ce sera des communautés qui se mettront en place parce qu'ils vont tous adorer un producteur et qui vont vouloir communiquer avec lui. Ça, on n'a pas du tout écrit encore ce qui va se définir. Mais en tout cas, l'acquisition de cette donnée
la normer, la travailler avec vous, les interpros, enfin sur dire une date de collecte, ça doit être écrit comment, un pâturage, ça doit être défini comment, enfin le bien-être animal, quand on dit que c'est ok, c'est quoi? Je sais que c'est en cours. Il faut qu'on fasse ce travail parce qu'il faut qu'on acquiert vite ces données et qu'on puisse vite les redonner le mieux possible aux consommateurs. Mais les façons de les redonner, clairement, elles ne sont pas écrites encore. Donc le QR code, déjà on est content. Mais je pense que ce sera une des voies. On pense aussi en magasin avoir des écrans digitaux où, par exemple, un produit à la coupe, tout de suite le client pourra voir l'histoire du producteur parce qu'on sait que c'est ce lot-là qui sera en ce moment sur les rayons. Voilà, donc c'est immense. Je vais peut-être poser une question naïve, mais c'est quand même une question qui me préoccupe, donc je le fais. Au démarrage de votre exposé, vous avez parlé d'Amazon. Donc, comment vous voyez les choses? Est-ce que ce que vous faites améliore votre compétitivité par rapport à Amazon? Parce que je pense que les données qui sont disponibles pour le consommateur, elles sont disponibles pour tout concurrent, pour tout autre interlocuteur. Alors, là, elles sont disponibles, non, pour nous, parce que la blockchain est chez nous et elle est... alors, peut-être demain, avec IBM Food Trust, c'est un peu le cas, hein, c'est que ça se démocratise, mais pour l'instant, elles sont pour nous et pour nos consommateurs. Quand je parlais d'Amazon, enfin, c'est pas sur ce sujet-là où... Alors, oui, eux vont aussi beaucoup plus vite parce qu'ils ont l'habitude de travailler sur la digitalisation et ils vont mettre en place ces choses-là, donc on doit le faire. Mais nous, Amazon, on va plutôt le battre sur les drives piétons, sur l'automatisation de nos entrepôts, enfin, sur la digitalisation, je dirais, dans notre chaîne de production à nous, qui est préparation des commandes, automatisation des commandes, et puis portail digital, e-commerce, et c'est le gros chantier puisqu'on a rénové complètement notre site internet. Après, Amazon, en fait, on appréhende des technologies que eux connaissent et il faut qu'on se mette dedans pour pouvoir les battre aussi sur leur terrain. Une question sur quelle gamme de produits ça a vocation à s'appliquer? Parce que là, si je comprends bien, le but c'est de sécuriser auprès du consommateur tous les process de traçabilité. Mais si on tombe sur un problème comme celui de la viande de cheval dans les lasagnes, par exemple, la traçabilité a très bien fonctionné, le consommateur il a complètement oublié la traçabilité, il a retenu que la fraude. Ça ne protège pas vraiment de la fraude non plus. Ça, si, parce que, alors, ça peut protéger de la fraude parce que déjà tout ce qui est inscrit est ineffaçable. Si on le met en place sur la lasagne. Alors pour l'instant, clairement, on fait du produit brut. Nos filières qualité Carrefour, c'est du produit brut. Et on a les légumes, le lait. Je vous dis, on lance le jambon, on va lancer le steak haché. Ce qui est intéressant aussi, le steak haché. Mais on veut développer via IBM Food Trust des produits MDD plus transformés. Et donc, par exemple, sur la lasagne, il va falloir savoir, on ne pourra sûrement pas faire cette opération de traçabilité sur tous les ingrédients. Mais la lasagne, le bœuf, ça sera un peu incontournable. Donc, on aura sûrement le blé, le bœuf et peut-être l'emmental, j'en sais rien, je dis ça comme ça. Hein. Et sur le bœuf, on va pouvoir demander à avoir vraiment du producteur de bœuf qui va nous en renseigner dans l'outil, toutes ces étapes jusqu'à la transformation du produit final. Donc, je vois mal comment un producteur de cheval qui a abattu du cheval pourra déclarer avoir... on aura comme une sécurisation très loin en amont, donc on va quand même cadenasser un petit peu et on va consolider ces données, elles ne seront pas effaçables. Donc on ne peut pas, sur un bulletin de livraison, faire une modification, parce que ça c'est ineffaçable et on ne peut pas revenir dessus. Dans la mesure où vous intervenez avec des négociants qui peuvent traiter de matières premières importées, là en l'occurrence, le cheval il était roumain. Là. Bon. Est-ce que ça ne vous obligera pas quand même d'avoir des mesures d'analyse complémentaires, type de l'ADN par exemple? Mais j'ai jamais dit qu'on... Enfin, c'est ce que j'ai répondu à monsieur. Hein. Enfin, pour moi, ça ne va pas se substituer complètement à l'audit. Ça ne va pas se substituer à améliorer aussi nos sourcings. Et d'ailleurs, je le cite dans l'article, ça va par contre... je pense, nous forcer à avoir des produits de meilleure qualité. Je vais parler du jambon. Si j'utilise des coproduits de réinjection, je passe à 100 éleveurs sur une tranche de jambon. Si j'en utilise pas, j'ai 30 éleveurs.
et des coproduits qui ont été surgelés un mois avant. Ben ça, je vous dis que je ne suis pas du tout à l'aise pour le communiquer. Donc ça va sûrement amener des modifications de cahier des charges à la hausse pour être complètement à l'aise avec ce qu'on communique. Tout comme le Nutri-Score, c'est un gros mot, non enfin, tout comme Yuka, tout comme ces effets ces informations de transparence. Je pense qu'on le fera au fur et à mesure sur des produits vertueux, et d'abord sur les produits vertueux, clairement. On va arrêter après. Vous parliez de confiance avec le consommateur, dans un climat qui est quand même un peu aussi de complotisme, ou parfois de complotisme. Est-ce que quelque part, une start-up qui ferait ce que vous faites à votre place, vous parlez de Yuka beaucoup, a pas beaucoup plus de chances de succéder que venant de gros groupes producteurs, finalement, qui le font. Et pour les consommateurs finaux, il n'y a pas simplement un risque qu'ils considèrent, parce qu'on est parti sur la blockchain là, en disant c'est infalsifiable, mais pour la très grande majorité des gens, on dit toujours que même le système actuel, il est très difficile à falsifier, etc. On repose là-dessus. Même si je suis d'accord que le blockchain est un cran bien au-dessus, mais ce côté infalsifiable, aujourd'hui auprès du grand consommateur, est-ce qu'on le démontre vraiment bien? Et est-ce que vraiment ça va apporter ce niveau-là? Je pense que là, l'avantage, c'est que ce n'est pas Carrefour qui donne seul ces données, c'est que c'est toute la chaîne de production. Et je crois que l'éleveur reste un des piliers et un des plus crus qui a le plus de confiance des consommateurs. Clairement, plus on disparaît, mieux c'est. C'est vraiment horrible de dire ça, mais c'est la réalité. Au niveau du consommateur, moins on se met en avant et plus on met en avant le reste de la chaîne de production, plus on monte, plus ils sont crus. Bon, c'est tout, c'est pas grave, c'est comme ça. Maintenant, autant à Yuka, moi je suis d'accord, typiquement, moi je suis pas pour recréer encore un module de calcul de données, des additifs, etc., parce que je pense qu'ils le font bien mieux que nous et que de toute façon ils seront bien plus crus. Autant là-dessus, de toute façon, il faut quand même avoir accès à nos données. On va jusqu'à nos magasins, donc on est forcément partie prenante du système. Mais merci beaucoup. On va arrêter pour... Ouais, on va peut-être conclure. Merci, c'est un sujet passionnant, Séverine, bravo. En tant qu'industriel, moi j'ai une question. Quand est-ce que ça deviendra obligatoire pour qu'on soit sur vos rayons, la blockchain? Je pense qu'avant que ça devienne obligatoire, j'espère que vous viendrez nous voir en disant que vous avez envie de le faire. On va en parler alors. On va prendre encore 10 minutes parce qu'on a Benoît Pagnan va faire un témoignage sur l'application de la digitalisation chez Bell. Alors je suis désolé, je suis entre vous et le déjeuner. C'est pas la position la plus facile.